Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Nous allons continuer l'exploration géopolitique du monde des Odes et dans cette vidéo nous allons nous intéresser particulièrement au continent de Tiarn. Alors Tiarn, c'est cet énorme continent qui est le second le plus grand après Sopol et qui se trouve à l'est de la carte. Un continent qui s'étend, comme vous le voyez, depuis l'océan Tiarnien jusqu'en fait aux mers des Salandres, un continent plutôt orienté dans le sens effilé, dans le sens de la longueur. Alors le premier pays qu'on va trouver au nord, c'est Shorod. Au nord de Tiarn, Shorod est une nation civilisée qui est un conglomérat de plusieurs communautés disparates qui ont fini par fusionner pour être plus fortes. La nation est dirigée par un triumvirat dont chacun des membres représente une communauté particulière. Astul Zaina et Lodvik ont beau être issus de cultures différentes, ils savent ignorer leurs différences pour permettre au pays de progresser dans la bonne direction. Toute une série de grands chantiers ont été récemment mis en œuvre pour réaménager les voies praticables que la rudesse du climat avait maltraitées. La majeure partie de Shorod est constituée d'étendues forestières dont la densité est parfois telle qu'il est difficile pour les caravanes marchandes de parvenir à les emprunter le long de ces petites pistes sinueuses qui évitent des vallons trop prononcés. Au sud, pour se protéger de leurs voisins sangars, les dirigeants du siècle dernier ont fait bâtir une muraille haute et sécurisée que des sentinelles de l'armée officielle parcourent jour et nuit. 3 portes permettent de franchir la frontière, mais elles sont fortifiées comme il se doit, et aucun étranger n'est autorisé à les franchir sans avoir montré patte blanche. Cette mesure protectionniste a pour but de contrôler le flux des humanoïdes, mais également de se protéger des attaques des Zouklotes, ces carnivores difformes et ivres de chair qui se déplacent en meute et dévorent tout sur leur passage. Les Shorodiens considèrent l'Empire avec respect, malgré sa chute et son rayonnement moins présent que durant son âge d'or. C'est un partenaire commercial à ne pas négliger, qui est en mesure d'absorber une grande partie des productions locales, notamment les essences rares des immenses forêts que les bûcherons débitent à longueur de journée. La compagnie commerciale Le Trèfle est d'ailleurs spécialisée dans les convois maritimes qui traversent le golfe des Galériens en tractant des trains de bûches flottantes. Le directeur de la compagnie, Ilmos Vargan, est un homme d'influence qui est écouté jusqu'au Sénat impérial où il a la faveur de certaines oreilles politiques de confiance. Sur la côte ouest, en face de l'archipel des Dryades, plusieurs ports ont été aménagés pour permettre des échanges. Certaines petites îles ont d'ailleurs été rachetées par des fortunes locales afin d'y construire des résidences secondaires ou des comptoirs commerciaux, car l'Empire ne prélève pas de taxes sur les échanges commerciaux qui se traitent depuis l'archipel, transformés de fait en zone franche qui attire toutes les compagnies les plus importantes. Juste en dessous, vous avez cette petite nation, Sang. Le peuple de Sang est indigène et semble hermétique à toute forme de progrès. Depuis des siècles, il s'est développé sur un modèle traditionnel de caste qui est radicalement différent de celui des autres territoires. Les jeunes enfants reçoivent dès leur plus jeune âge une éducation en rapport direct avec la caste à laquelle ils appartiennent. Ainsi, le bas peuple, qui est destiné à fournir de la main-d'œuvre de chantier, ne reçoit-il qu'une instruction minimum. Mais il bénéficie d'enseignements spécifiques, afin d'améliorer ses compétences dans les artisanats fondamentaux qui lui serviront au cours de sa carrière. Malgré la mainmise des dirigeants sur les décisions stratégiques et politiques, la caste des prêtres des élus de Fiz dispose d'une place toute particulière dans la gestion du pays. Les temples fastueux et leurs monastères isolés sont impénétrables par les profanes en dehors des cérémonies. Des assemblées religieuses passent des jours entiers pour édicter des lois qui sont ensuite soumises à l'approbation des dirigeants. Cette validation n'est souvent qu'une étape peu contraignante car le pouvoir des élus de Fiz est tel sur l'ensemble de la population que la caste dirigeante est contrainte d'accepter leurs propositions sous peine de faire naître des crises qui paralyseraient tout Sang. Cette domination
que reçoit qui s'explique sans doute par le fait de superstitions anciennes persistantes liées au peu d'éducation que reçoit une grande part de la population. Les élus de Fise possèdent une armée conséquente dont la majeure partie des recrues sont prélevées au sein des casernes de formation de l'armée officielle où les prêtres disposent d'un droit de préemption. Dans cette société, les mariages sont le plus souvent arrangés et prennent en compte la caste d'appartenance des deux futurs époux. Le sort de nouveau-né est donc défini avant même sa naissance, puisque sa caste future dépend de ses origines parentales. Si cette vision paraît étrange pour les nations étrangères, les Sangars n'y perçoivent que des avantages et n'envisagent pas de changer leurs traditions. Sang est méfiante à l'égard des étrangers, qui représentent une menace, d'après les prêtres, dans la mesure où ils diffusent un modèle d'organisation différente. Les habitants évitent notamment les contacts directs avec les impériaux et leurs voisins, et les zones frontalières sont beaucoup moins peuplées que le centre des terres. Jusque dans leurs échanges commerciaux, les Sangars opèrent un tri quant à ce qu'ils importent. Les prêtres ont ainsi le pouvoir d'interdire tel ou tel objet technologique qui risquerait de déstabiliser le pouvoir. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une petite... un peu de terre qui en fait appartient de ce côté-ci du Grand Chenal, mais appartient à l'Empire, à Corme, et Corme a pu préserver cette partie de terre. Et puis juste à côté, là donc, qui a aussi une frontière avec Sang, il y a Colne. Colne est un territoire tout en longueur, coincé entre la colonie des prêtres d'Arum de la côte est du continent et Luvaria. Le pays est sous la coupe d'un prince héritier tyrannique qui règne par l'épée. Ce Thalassum, guerrier ultime, symbolise la force brute et se doit de mener le pays comme s'il n'était qu'une vaste armée. Révéré comme un véritable dieu vivant, le prince dispose d'un droit de vie et de mort sur chacun de ses sujets, et plusieurs exemples historiques de purges sanguinaires prouvent que cette doctrine est parfaitement applicable. Chacune des villes est tenue par un gradé de la grande armée du Thalassum. Le manque de discernement de ces militaires pour la gestion des affaires publiques les contraint toutefois à faire appel à une cour de conseillers qui finalement ont une influence prédominante sur la vie des citoyens. Malheureusement, dans les cités riches, ces conseils sont enferrés dans des luttes de pouvoir politique souvent inutiles. Les influents ont pour habitude de corrompre les conseillers pour s'assurer que les décisions prises favorisent leur position. Et la politique avance ainsi à coups de pots de vin et d'intrigues complexes. Le Thalassum mène une vie de reclus dans une immense plateforme autour de laquelle s'est développée Issara, une cité tentaculaire qui abrite plusieurs milliers de personnes, souvent dans une promiscuité affligeante et une insalubrité notoire. Au cours de son histoire, Colne a connu de nombreux épisodes de révolte et de complots visant à destituer le Thalassum, mais toutes ces tentatives ont fini par échouer, souvent brisées dans l'œuf par les agents de ce même Thalassum. Ces agents sont recrutés parmi les rangs de l'Étoile, une guilde d'assassins puissante, aux ramifications qui couvrent tout le territoire. Lorsque le Thalassum décède, les principaux généraux de l'armée se réunissent dans le château d'Issara pour choisir son remplaçant. Au cours de veillées particulièrement animées, chacun des généraux fait valoir ses avantages pour prétendre au titre suprême. Mais souvent le suspense est bref, car le Thalassum précédent a généralement communiqué de son vivant le choix de son successeur. L'armée de Colne est en lutte avec les terres de feu que le Thalassum actuel souhaite conquérir. Le long de la frontière, des affrontements quotidiens opposent les cavaliers de Colne aux fantasques barbares désordonnés qui tiennent leurs frontières depuis plus de 5 ans maintenant. Le Thalassum se doute que les barbares sont épaulés dans leur lutte par les Ocariens, mais il n'est pas en mesure de prouver quoi que ce soit et ne veut pas prendre le risque de se mettre à dos des ressortissants du continent de Sopol, car il craint des représailles impériales. Juste à côté, encore un peu plus à l'est, Luvaria, donc qui a un pourtour qui donne une frontière qui donne directement sur la mer des baies du Levant et une frontière avec le territoire le plus au sud du continent de Tiarn, à savoir les terres de feu. Luvaria donc. Ce territoire est sous la coupe de la reine Andreas, une femme de 50 ans versée dans les jarres magiques et la démonologie qui est redoutée par ses sujets. À maintes reprises, les colères de la reine-mère dominatrice ont entraîné des exécutions sommaires parmi ses opposants.
Ce vaste territoire fertile et confortablement aménagé, ne se soucie guère de ses voisins proches ou éloignés. Les ressources naturelles sont suffisantes pour nourrir le pays et maintenir un niveau de vie acceptable pour la population. Les hussards, membres de confiance de la garde rapprochée d'Andreas, lui sont entièrement dévoués et sont prêts à donner leur vie pour défendre ses intérêts. Ce sont eux qui dirigent la plupart des villes de Luvaria, où ils sont considérés comme les représentants directs de la reine et où leur parole ne peut être mise en doute. Andreas fraye régulièrement avec les forces obscures, et secrètement, elle se constitue, avec l'aide de scientifiques et de magiciens ralliés à sa cause, une armée de créatures extraplanaires avec laquelle elle envisage un jour ou l'autre de faire bouger les frontières de son royaume en annexant les territoires limitrophes. Pour Andreas, l'Empire n'est qu'un vieux rêve poussiéreux qui a fait son temps, et il ne recouvrera jamais plus sa condition originale. Une partie des pouvoirs de la reine provient de documents anciens exhumés depuis une ancienne cité éolienne. Le site archéologique comprenait en effet une bibliothèque conséquente, dont plusieurs ouvrages se sont avérés être puissants. La ville en question a été recouverte par une coulée de lave et la plupart des objets, y compris les vieux tomes de la bibliothèque, ont été retrouvés dans un très bon état de conservation. C'est après la lecture de ces écrits que la reine Andreas a basculé dans l'apprentissage des arts magiques, persuadée qu'elle pourrait y trouver des ressources à même d'asseoir son pouvoir. Voici donc, en ce qui concerne Luvaria, territoire donc qui est, comme vous avez pu le constater, un territoire bien à part. Je ne vais pas parler des terres de feu dans cette vidéo, j'y reviendrai un petit peu plus tard, vous comprendrez pourquoi à ce moment-là. Et bien voilà, nous en avons fini avec ce premier tour géopolitique du monde des hommes. Vous savez à présent comment se répartissent un petit peu les forces en puissance qui vont intervenir dans les parties qui ont pour setting les chroniques de Corm. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.